Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des images, bienvenue pour cette... je suis Fabien Gaffet, le directeur artistique du Forum des images, et je vous dis simplement un petit mot de bienvenue parce qu'on est très heureux d'accueillir pour la seconde fois. Vous ne pouvez pas faire plus, parce que c'est la deuxième édition. Mais on était très heureux, en tout cas l'année dernière, de soutenir cette merveilleuse initiative de ce festival qui, je crois, a trouvé déjà toute son envergure et toute sa place, en tout cas dans le paysage des festivals. Et le public a répondu très présent à travers la France et ailleurs. Vous allez nous expliquer ça. Donc, on était très heureux, évidemment, de répondre tout de suite favorablement à ce retour des Mycéliades. Et je pense que on peut dire qu'on est parti pour une longue aventure, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Et c'est vrai que c'est une programmation par ailleurs qui correspond vraiment à notre vision aussi pop, en tout cas de la culture et du cinéma. Et on travaille également, peut-être certains d'entre vous vous le savez, depuis quelques années, on travaille également le jeu vidéo, la BD, la création immersive. Donc tout ça est complètement raccord, et donc vous êtes ici ce soir chez vous, et donc je vous passe la parole. Tout d'abord, Monsieur le Président, je laisse chacun peut-être se présenter. Donc, Monsieur le Président, puisqu'il y a un président ce soir. Je suis peut-être le président de cette deuxième édition des Mycéliades, mais je suis le vice-président de l'ADRC. Nadège n'est pas là. Mais ça va venir, donc il faut garder d'espoir. Je la remplace au pied levé, voilà, avec grand plaisir. Donc l'ADRC est l'un des partenaires, sinon l'organisateur de cette deuxième édition, après une première édition qui a été un succès très très important, et nous sommes ravis de vous retrouver toutes et tous ce soir. Alors les Mycéliades, c'est un projet mûri par deux structures, donc l'ADRC et puis Images en bibliothèque que vous représentez. Et je vous laisserai la parole tout à l'heure. Il est né d'une volonté de proposer de nouvelles formes de médiation pour le public en salle de cinéma et en médiathèque. Donc c'est une collaboration, ce qui est un peu peut-être une première, Emmanuel, je ne sais pas, mais ça a rarement été fait, je pense. À la DRC, nous souhaitons depuis toujours accompagner les salles de cinéma. Nous le faisons depuis 1983 et nous évoluons. Ceci afin qu'elles puissent toucher tous les publics et notamment le public jeune, avec des ateliers, des animations d'éducation à l'image, des rétrospectives thématiques diffusées au sein de tous les territoires. Je ne sais pas combien de salles participent, je crois que c'est une soixantaine. Alors, moi, je n'ai pas tous les chiffres. 68 exactement, 68. On me dit. Ouais, 68. Voilà, le Festival des Mycéliades est donc l'occasion d'expérimenter un grand nombre d'animations. Pour mener tout cela à bien, nous avons pu compter sur de fidèles partenaires. D'abord, le pilier de cette opération, qui est le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui a doté le festival d'une aide conséquence grâce à son appel à projet Diffusion culturelle 15-25 ans. L'objectif, c'était bien sûr le public jeune, mais pas que. Le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur aussi nous ont soutenus, celui de la Recherche, pour nous accompagner sur le rayonnement en France, mais aussi en Outre-mer, et pour diffuser la culture scientifique. Le CNES, qui s'est lancé dans l'aventure dès l'an dernier pour envoyer des experts un peu partout, comme Jacques Arnoux ce soir. La SFE, la Société française d'exobiologie, société savante qui nous permet d'accueillir de grands scientifiques spécialistes des extraterrestres, dont Caroline Fraissinet est là ce soir. Je ne sais pas à quoi ressemble un extraterrestre, mais visiblement, il y en a une ce soir. Il nous faut aussi très chaleureusement remercier l'Association française d'astronomie et la revue Ciel et Espace, avec qui nous sommes associés pour les nuits des étoiles d'hiver. Le Pass Culture aussi, Culture du Cœur, l'Agence du court-métrage et les ateliers de diffusion audiovisuelle nous ont beaucoup aidés pour toucher tous les publics. Comme vous le remarquez, c'est une collaboration de beaucoup de spectres différents qui se sont associés pour vous présenter une aventure exceptionnelle. Enfin, un grand merci à France 3 Grand Est, France Culture et Métal Hurlant, que je lisais quand j'étais très jeune, qui est donc toujours là et qui nous ont accompagnés pour relayer toutes nos manifestations. Et un grand merci à toi, Emmanuel,
pour le grand enthousiasme que tu as mis dans l'organisation de cette belle opération que tu as menée avec brio. Et je vous demande tous de l'applaudir parce qu'il fait un travail formidable. Je vous laisse le soin de continuer. Oui, je vais prendre le relais. Donc, moi, je suis Marion Basile de Images en Bibliothèque. Donc, on co-organise avec la DRC cet événement. Je tiens à remercier aussi les équipes d'IB et en particulier Charlotte qui a vraiment co-organisé avec Emmanuel cet événement. Donc, bravo et merci pour tout ça. Donc ce projet, effectivement, il est lié à l'appel du CNC pour renforcer les pratiques autour du cinéma des 15-25 ans. Donc vous, dans la salle. Et l'idée, c'était de trouver de nouvelles façons d'accompagner les films, d'être dans la médiation. Et quoi de mieux pour ça que de s'appuyer sur un réseau déjà fort développé un peu partout en France, donc celui de la DRC, près de 1400 adhérents, dont énormément de cinéma un peu partout sur le territoire, déjà actifs dans la médiation, et Images en Bibliothèque, qui a aussi près de 1400 adhérents, dont de très nombreuses bibliothèques qui, elles aussi, sont formées et accompagnent déjà à travers divers événements les films. Donc, joindre leurs forces, leur créativité pour proposer de nouvelles façons d'accompagner le cinéma auprès de ce public. Et pour ça, les Mycéliades, c'est maintenant la possibilité pour un jeune qui a 18 ans d'aller voir un film en salle, mais de l'enrichir d'un certain nombre de pratiques, d'écouter un podcast, un livre, de lire un livre, une BD, de participer à un atelier, de faire des jeux vidéo autour du film qui viennent nourrir en fait la pratique du cinéma. Voilà. Donc je laisse peut-être Charlotte prendre le relais pour en dire un peu plus là-dessus. Oui, très rapidement sur la programmation. Donc du coup, il y a 67 villes participantes. En fait, chaque ville a du coup un binôme de cinéma et de médiathèque qui ont vraiment travaillé ensemble pour élaborer une programmation assez riche. Et nous, on voulait vraiment les remercier déjà pour leur implication. Et donc, le festival vraiment est en France hexagonale, mais aussi dans les Outre-mer avec 3 territoires, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et la Martinique. Et du coup, très rapidement, des petits exemples. Par exemple, si vous participez aux Mycéliades cette année, vous pourrez assister à un atelier de création de langue extraterrestre à Épernay, faire une observation du ciel à Annecy, rencontrer un paléontologue à Carcassonne, faire un atelier d'écriture à Lyon ou encore même un marathon Retour vers le futur à Doumbéa. Donc vous pouvez retrouver vraiment sur nos sites internet toutes les animations parce qu'il y en a énormément. Il y a pas mal de ciné-débats, de conférences scientifiques. Et surtout des ambassadeurs et ambassadrices qui nous représentent un peu partout en France. Et je laisse Emmanuel rapidement les présenter. Tu as bien fait de dire très rapidement. Oui, tout à fait. On a plein de gens qui vont aller à Paris, en région parisienne, en région et dans les territoires d'outre-mer, comme tu le disais. On a plein de scientifiques, on a plein de vulgarisateurs qui, pour certains et certaines, sont ici parmi nous. Je vois Étienne Ledollet par ici, qui va faire une grosse tournée à travers l'hémisphère nord de la France. On aura plein d'autres gens. Je tiens à parler spécifiquement du capitaine du Nexus 6 qui est ici et qui a été l'un des tout premiers, si ce n'est le premier, à croire un petit peu aux Mycéliades et de s'engager corps et âme dans le projet. Donc merci le capitaine, et qui sera là à 21h aussi pour présenter Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On a plein d'autres créateurs, créatrices qui font du cinéma, qui font de la BD et qui font de la vidéo. On a par exemple Monté de Linguistique qui est là, qui sera là pour la table ronde tout à l'heure. On a Théo Drieux de Balade Mentale qui n'est peut-être pas encore ici, mais je vous le promets, il sera là à 19h pour les rencontres. Et puis qui on a là nos 2 amis de Calmos qui vont nous rejoindre ici sur scène pour faire le fameux ciné-quiz science et fiction Bonsoir. que vous avez très gentiment concocté pour nous et pour le public. Et on va vous laisser la main. Merci beaucoup Emmanuel.
Et merci à David et Hugo pour le quiz Calmos juste avant. Merci à vous. Bonsoir. Oui, parce que c'est à cette heure-ci, c'est bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous et ravi que vous soyez aussi nombreux pour cette table ronde de Mycélia 2, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment on doit dire, deuxième édition. Il y a peut-être qui étaient là l'an dernier. Est-ce qu'il y en a qui étaient là l'an dernier ? Voilà, donc en fait ça vous a plu, donc vous êtes revenus. Ah bah voilà, c'est très bon signe. Voilà, on va continuer à créer un mouvement en fait. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter notre magnifique panel de ce soir. Ils vont entrer sous vos applaudissements, je compte sur vous. Donc la première personne que j'appelle, c'est Jacques Arnoux, expert éthique au CNES, ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie. Il est aussi l'auteur de Dieu versus Darwin, les créationnistes vont-ils triompher de la science, édité chez Albin Michel en 2007, ou encore Qu'allons-nous faire des étoiles chez Bayard en 2009. Jacques Arnoux. Merci d'accueillir aussi Audrey Pléné. Audrey, qui est autrice et novelliste de science-fiction. Elle a écrit son premier roman en auto-édition Noosphère, tandis que son second, Rossignol, édité chez Le Bélial, a reçu le prix Utopial en 2023. Et elle est autrice également d'une trentaine de nouvelles qui ont été multiprimées. Voilà, je la laisserai... Non, je ne sais pas si je dois le dire. Bah si, on va le dire quand même, quand on est très primé comme elle, il faut le dire. Théo Drieux, qui est vidéaste et vulgarisateur scientifique, créateur et animateur de la chaîne YouTube Balade Mentale, dont les thèmes de prédilection sont l'espace, l'astrophysique, le temps ou encore l'infiniment grand. Il est aussi à la tête du podcast La Nouvelle Odyssée de l'espace et l'auteur du livre 34 petits et grands secrets de l'univers aux éditions Brochet. On espère qu'il en sortira un 35e secret ce soir. Monté, s'il vous plaît, Monté, vidéaste, créateur de la chaîne Linguisticae, spécialisé notamment dans la vulgarisation de la linguistique. Il a également créé une langue qui s'appelle l'Azazilouche. L'Azazilouche, ouais, parce que oui, j'ai massacré son nom tout à l'heure. Et oui, last but not least, Caroline Fraissinet, chargée de recherche CNRS en sciences planétaires et en astrochimie. Elle travaille au laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale à Guyancourt. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien ? Oui. Oui. Il y en a qui me disent oui à moi, mais pas dans le micro, donc vous n'allez pas les entendre. Donc ça va, ils vous font pas trop peur en face ? Non. Ça va ? Ça va ? Très bien. Bon, vous faites pas peur, donc il va falloir faire des têtes un petit peu plus effrayantes si vous voulez faire peur à tout le monde. Donc ensemble, nous allons partir en exploration, puisque le thème de cette année, c'est les voyages infinis à travers le temps, l'espace, la psyché. Alors l'année dernière, j'avais demandé à mes formidables panélistes, et vous êtes tout aussi formidables, leur rencontre extraterrestre. Donc je vais continuer avec mes questions un petit peu indiscrètes en vous demandant, vous, ce que signifie, alors au-delà de désirless, ce que signifie la notion de voyage. C'est ça qui va m'intéresser chez vous. Alors, une fois n'est pas coutume, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par moi-même. Donc, alors, patientez avant d'écouter les autres. Il y a moi d'abord. Alors, moi aussi, j'aime bien l'idée d'explorer. Je trouve que, enfin voilà, c'est passionnant. J'aime bien cette notion de voyage. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est l'idée de traverser le temps. Donc, de voyager dans le temps. Alors j'adore l'histoire, mais je trouve que de vivre l'histoire, c'est encore mieux parce qu'on dirait un cours, mais en immersif, donc c'est encore mieux. Mais comme je suis quand même un petit peu paresseuse, que je n'ai pas de DeLorean à portée de main, d'ailleurs, petite annonce, si quelqu'un a une DeLorean à vendre, je suis vraiment très très intéressée, et aussi que j'aime bien mon petit confort, je préfère quand l'histoire vient à moi, c'est plutôt ça. Donc ma manière de voyager dans le temps, c'est Jurassic Park. Vous l'aurez deviné, j'ai un petit indice quand même sur ma tenue, s'il y en a qui ont regardé. C'est Jurassic Park. Je ne sais pas s'il y a des images de Jurassic Park, peut-être que vous n'avez jamais vu ce film, je vous le recommande. C'est pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a à peu près 65 millions d'années qui nous séparent des dinosaures, une paille en fait. Donc, et j'ai vu le film, je sais que ça peut être très dangereux, mais bon, si ça signifie de se faire croquer par un T-Rex pour faire un selfie avec un Triceratops, alors ainsi soit-il. Ça sera ma vision en tout cas du voyage, le voyage dans le temps. Et le temps lointain. Donc je vais commencer avec Théo. Parce que Théo, vous étiez là l'an dernier. Donc vous êtes un petit peu rompu à l'exercice en fait. Et avec un nom de chaîne YouTube comme Balade Mentale, il fallait que je commence avec vous. Puisque voyage, balade, on y est. Donc pour vous, qu'est-ce que ça évoque, le voyage ?
Quand j'étais petit, c'était pas très très loin, hein, c'était le bout de la rue, quoi. Petit à petit, ça a pris un peu des proportions. Moi, plus c'est loin, plus j'ai l'impression de voyager. Là où je vais vraiment prendre, mais mentalement, la plus grosse claque, parce qu'en fait c'est des voyages intérieurs, hein, quand on va dans l'espace, on n'y est jamais vraiment. C'est vraiment quand je vais m'intéresser à des sujets de cosmologie, genre l'univers en très très grand, les structures, comment tout ça s'organise, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que ça va devenir. Là, j'ai vraiment l'impression de pousser le curseur de la possibilité de voyage au maximum. Après, il y a l'idée de dépaysement, mais du coup, c'est une forme de dépaysement. C'est des trucs dont on ne fait pas l'expérience tous les jours. Et donc, c'est là où je trouve le sens, où je mets le sens le plus fort au voyage, quoi. Sinon, après, intermédiaire, il y a aller en Thaïlande, quoi. Mais bon, voilà. C'est plus accessible déjà, mais ça paraît vertigineux en tout cas cette vision de l'espace. Je crois que vous nous avez amené quelques photos aussi qui évoquent pour vous la notion de voyage. Et ces photos notamment concernent des exoplanètes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Déjà, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu c'est quoi une exoplanète ? Alors là, vous allez voir quelques photos. Il y en a certaines qui sont clairement des vues d'artistes. Là, c'est 100% une vue d'artiste. Après, je vous commenterai peut-être une véritable image d'exoplanète, ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Alors les exoplanètes, c'est toutes les planètes de l'univers, moins 8. En gros, c'est toutes les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre. Donc aujourd'hui, on en a identifié 5500 avec certitude. On en a à peu près 10 000 qui sont plus ou moins en train d'être scannés. Il faut qu'il y ait plusieurs mesures pour vraiment les confirmer. Et après, on estime dans notre seule galaxie qu'on est autour de 200 à 300 milliards d'exoplanètes. En gros, il y en a une à une et demie par étoile, en moyenne. Et donc là, on le pressentait, mais depuis les milieux des années 95, on est vraiment en mesure de les détecter et on en trouve de plus en plus. Et je trouve ça absolument vertigineux parce qu'en fait, on se fait rattraper. Je trouve que là-dessus, la SF se fait rattraper par la science et la science est presque en train de lui prendre un peu un tour d'avance dans la mesure où on trouve des mondes. Il y a des gens, il y a 20 ans, ils vous auraient dit ce truc-là existe. On lui aurait dit, écoute, t'es bien gentil, mais tu reviens me voir après être descendu de ton trip de champignons parce qu'en fait, c'est pas plausible. Et en fait, il y a des trucs qui sont pas comme ça de premier abord, intuitivement, on pourrait dire c'est pas vraisemblable. Et en fait, on trouve des trucs absolument fous. Je suis en train de travailler à l'écriture d'une série qui parle que de ça, des exomondes, avec des chercheurs, des astrobiologistes et des planétologues. Et là, ils me partageaient un truc qu'ils ont découvert, donc c'était il y a 1 an. Pour la première fois, on a trouvé 2 planètes qui partagent pratiquement la même orbite. Alors, on est sur une configuration exceptionnelle, c'est pas stable. Hein. D'ici quelques millions d'années, il y en a une qui va s'éloigner ou voire sauter du système. Mais elles sont si proches qu'en fait, il y en a une qui double l'autre avec une distance qui équivaut à 5-6 fois la distance Terre-Lune. Mais sauf qu'il y en a une des deux qui n'est pas la Lune, qui est une géante gazeuse qui fait 10 fois la masse de Jupiter, quoi. Et l'autre qui est une espèce de grosse Terre. Alors, elles ne sont pas du tout dans la zone habitable. C'est plutôt des mondes très très hostiles. Mais en termes de paysage et de trucs à imaginer, moi je trouve ça absolument génial. Et ça me transporte, quoi. Là, c'est une vue d'artiste de Gliese 667C. Alors, ils ont tous des noms abominables, hein, parce qu'il y a la méthode de détection, après il y a l'étoile, et la lettre, ça correspond à l'ordre de la planète en partant de la première, quoi, depuis l'étoile. Et ça, c'est un monde typiquement qui a 3 soleils. Donc un très gros, autour de laquelle le monde tourne, et un couple d'étoiles qui va tourner autour de ce système-là. Et ça aussi, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on sait, en fait, on le savait depuis très longtemps, il y a la moitié des étoiles en fait, dans notre galaxie, elles sont en couple. Alors nous, quand on regarde le ciel, on voit que des points, parce que nos yeux ne font pas la différence en fait, entre les 2 étoiles qui sont très très proches. Et on n'est pas capable de résoudre ça. Mais on connaît les systèmes doubles, on connaît les systèmes triples. On a découvert 5 ou 6 systèmes quintuples. Et là-dessus, de temps en temps, on arrive à trouver des planètes. Et donc, ça doit faire des choses absolument folles, quoi. Pas forcément stables, par contre, mais absolument folles. Mais donc, c'est une idée de voyage, mais elles sont très très loin, en fait, ces planètes. On ne peut pas l'imaginer comme une planète bis. C'est pas là-bas qu'on pourrait déménager. Non, non, c'est un peu loin. Oui, alors peut-être qu'après on parlera de Mars comme planète B, je ne sais pas, mais en fait, si quelque part on a de la chance parce que l'exoplanète la plus proche de nous pourrait pas être plus proche que ce qu'elle est, puisque en fait Proxima du Centaure, enfin le système, c'est un système où il y a 3 étoiles, mais donc la planète s'appelle Proxima B et elle tourne autour de l'étoile la plus proche de nous. Donc elle est quand même à 4,2 années-lumière, donc c'est pas la porte à côté, mais
c'est le voisin de palier cosmique, quoi. Oui, c'est rien du tout, quoi. Enfin, c'est un dimanche après-midi pour un aller-retour, pour un week-end, quoi. Oui, ouais, plutôt 75 000 ans à la vitesse de Voyager 1, et puis on sait pas faire. Mais, mais en tout cas, ouais, il n'y a pas plus près, quoi. Donc ça, c'est la notion du voyage, c'est d'aller très très loin sur des planètes éventuellement un jour habitables. En tout cas, je vous souhaite, Ouais, pour Théo, moi, de pouvoir voyager aussi loin un jour, quand on aura trouvé la solution pour passer les 75 000 années, c'est ça ? je me le souhaite. Ouais, voilà, 75 000 ans, c'est quand même un petit peu longué. Caroline, je crois que vous aussi, le voyage rime avec espace. Et vous cherchez plutôt, j'ai perdu, à communiquer. Alors, il n'y a pas d'image pour Caroline parce qu'on a eu un petit souci technique, ce n'est pas du tout... voilà, mais je vais faire travailler votre imagination. Je pense que vous avez entendu parler ce qui évoque le voyage pour Caroline. Et je crois que c'est une histoire de plaques et de pionniers. Voilà, entre autres. En fait, il y a même deux notions finalement à ce voyage, aux voyages infinis. Et même si on va quand même avoir la notion d'infini dans les voyages, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, je vais rester très terre à terre, très concrète. Et donc, par exemple, pour le voyage dans l'espace, on va parler d'un voyage infini dans le sens où c'est des distances non finies. Et donc, on parlait justement de ces plaques des sondes Pioneer et Voyager. Donc, les sondes Pioneer et Voyager, ce sont des sondes qui ont été envoyées dans le milieu des années 70. Donc avant même que le nom de ce que je fais aujourd'hui n'existe, donc je suis exobiologiste, je travaille sur la chimie du système solaire et essayer de rechercher des traces de vie ailleurs que sur Terre. Et le nom d'exobiologie n'existait même pas finalement à l'époque où on a envoyé ces sondes Pioneer, Voyager dans les années 70. Mais pourtant ces sondes c'était des bouteilles à la mer pour aller essayer de rechercher des vies ailleurs en espérant que peut-être une forme de vie un jour retrouve ces bouteilles. Elles sont censées durer même plus longtemps que la Terre elle-même ou que le Soleil. Elles sont censées durer un petit peu éternellement. Et ces sondes sont parties dans le système solaire depuis ça fait combien de temps ? 45 ans maintenant. Ouais, je ne suis pas super bonne en maths, si quelqu'un est bon depuis les années 70, mais voilà. Le temps passe en plus. Elles sont parties, elles sont aujourd'hui finalement uniquement à 20 milliards de kilomètres. Donc comme on l'a dit, c'est 72 à 75 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc c'est quand même un petit bout de trajet. Aujourd'hui, ça fait 45 ans, on a fait uniquement seulement 20 milliards de kilomètres. Mais on est quand même parti donc avec des sondes réelles, concrètes, qui sont parties à la recherche d'une rencontre extraterrestre fortuite quelque part dans le système solaire. Et ça, c'est la notion de voyage dans l'espace, de voyage dans la distance. Mais on a aussi les voyages infinis dans le temps. Et encore une fois, je vais rester concrète, puisque ce qu'on va rechercher, c'est le moment où la vie est apparue sur Terre. La vie est apparue sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années, un petit peu moins, un petit peu après la formation de la Terre. Formation de la Terre, 4,5 milliards d'années. Apparition de la vie, 3,8, 3,5, 3,8, 3,9 selon la force qu'on met aux preuves de ces vies sur Terre. Mais en tout cas, voilà, 3,8 milliards d'années. Alors c'est pas infini encore une fois, mais même si c'est à peu près un tiers depuis la formation de l'univers, on est quand même très 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 loin dans le temps. Et ce qu'on va rechercher quand on va s'intéresser à la vie extraterrestre, on va rechercher si ce monde, cette Terre primitive, elle existe ailleurs. Et on l'a trouvé assez près d'ailleurs, parce que Mars, et il y a 4 milliards d'années, au moment où la vie apparaissait sur Terre, Mars et la Terre c'était un petit peu des jumelles. Et c'est ce qui va nous intéresser, c'est d'aller rechercher justement cette diversité des mondes qui peuvent abriter de l'eau liquide ou des conditions qui sont clémentes pour que la vie apparaisse telle que la vie est apparue sur Terre. Et on a cette opposition entre la diversité, presque l'infinité des mondes et l'unicité du vivant. Pour l'instant, la vie, on ne l'a découverte que sur Terre, on ne sait pas si elle existe ailleurs, on l'a très peu cherchée. Mais justement, on va s'intéresser pour rechercher cette infinité de vie, cette infinité de monde, enfin surtout cette infinité de vie, on va les rechercher proches. Et pourquoi ? Parce qu'il faut rester concret. On ne peut pas les rechercher à des distances infinies, dans des temps infinis. On a besoin de quelque chose pour aller se poser, mettre des sondes, gratter le sol et puis rechercher s'il y a de la vie quelque part. Et donc on va les rechercher dans le système solaire, si on trouve des traces de vie sur Mars, sur les satellites de Jupiter, de Saturne. Donc ces voyages, ils sont beaucoup plus proches finalement que l'infinité du temps et de l'espace qui est un petit peu plus
abstraite, mais elle s'y rapporte parce que aujourd'hui, on a une unicité de la vie sur Terre, mais si on trouve de la vie sur Mars, si on trouve de la vie sur des satellites de Jupiter et de Saturne, si on trouve une deuxième forme de vie quelque part, ça veut dire que la vie est infinie dans l'univers. C'est soit soit unique, la Terre ne rassemble que les caractéristiques qui font que la vie est apparue et puis ça n'existe nulle part ailleurs. Soit si c'est deux, en fait c'est infini. Ça veut dire que dès que les conditions sont réunies, quelque part, qu'elles soient un petit peu clémentes, la vie va se développer. Et donc en cherchant proche, en cherchant dans un voyage faisable avec une sonde spatiale quelque part, on va se projeter vers l'infini. Et avec cette diversité, cette infinité de mondes, on pourra peut-être finalement trouver une infinité de vies. Donc c'est ça, ces voyages dans le temps, dans l'espace, tout en restant quelque chose de concret. Plus accessible en tout cas que Proxima du Centaure, visiblement un tout petit peu plus accessible. Mais pour revenir sur les plaques qu'on retrouve dans Pioneer par exemple, déjà il y a quoi sur ces plaques pour qu'on se les imagine? Déjà elles sont faites en quoi et il y a quoi sur ces plaques? Oui, alors ce sont les plaques de Pioneer et de Voyageur. Alors Voyageur c'est plus des disques plus que des plaques. Les sondes Voyageur qui sont partis comme ces bouteilles à la mer ont des images et des sons qui représentent toute la diversité du vivant terrestre et de la culture terrestre. Donc il va y avoir des musiques, il va y avoir des sons, des petits oiseaux, tous les langages du monde, il va y avoir tout ça qui est enregistré sur ces disques d'or des sondes voyageurs, avec presque le langage de décodage, en fait le stylet de décodage pour pouvoir lire le disque. Est-ce qu'on a fourni le matériel avec? Parce que sinon c'est pas sûr qu'ils aient un lecteur CD. C'est ça, normalement tout est bon. Et pour les plaques de Pioneer, là c'était plus visuel, c'est des dessins avec la taille de la sonde et à la même échelle, un homme et une femme pour montrer la taille de l'espèce vivante qui a créé ces plaques et qui les a envoyées, notre système solaire. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a les 9 planètes, pas les 8 sur les plaques, avec Pluton. Et donc, d'où est parti ce petit vaisseau? Alors, on voit un petit bateau qui part de la plaque et qui part de la Terre. La position de la Terre dans le système solaire, la position du système solaire dans la galaxie, toutes ces choses-là pour dire venez, vous pouvez venir nous attaquer, il n'y a pas de souci, on est là. Non, ils ne sont pas forcément méchants comme dans les films. Et donc voilà, on a toutes ces informations sur qui a envoyé. Finalement, si on veut faire une petite plaque, même qu'on voudrait enterrer et puis déterrer dans 200 ans, 1000 ans sur la Terre, on mettrait à peu près ces mêmes choses dessus. Non, par contre, je trouve ça assez rigolo parce que maintenant, il y a 9 planètes au lieu de 8 sur la plaque. Donc finalement, s'ils veulent venir nous attaquer, on leur a brouillé le chemin finalement. C'est un petit peu l'idée. Ouais, voilà, on leur a brouillé le chemin. Non, c'est pas là. Non, il n'y a que 8 planètes, faites pas attention. Merci beaucoup, Caroline. Jacques, je me tourne vers vous. Alors, on reste aussi dans l'espace. La notion de voyage quand même nous emmène très 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 loin même de notre Terre. Mais finalement, ce qui vous intéresse, j'ai l'impression, c'est plus les êtres humains. En tout cas, le rapport des êtres humains à cette idée du voyage, si je dis pas de bêtises. Oui, bonsoir. Il se trouve que moi, j'ai la chance d'entamer un voyage tous les jours, tout près de chez vous, puisque je travaille en face, au Centre national d'études spatiales. Le siège est en haut des marches. Et je veux dire par là que le voyage, c'est un moyen, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille, même pour moi-même, pour explorer. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire que nous nous rendons sur Mars ou au-delà, mais pas simplement pour dire nous réussissons à aller jusqu'à Mars. C'est comme il y a un but, et le but, c'est l'exploration. Et c'est ça qui m'intéresse d'abord, et qui m'intéresse à la fois dans mon travail. J'ai la chance d'occuper une fonction de conseiller éthique à l'Agence spatiale française. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au CNES il y a 25 ans, que j'ai entamé ce voyage dans ce monde que je ne connaissais absolument pas, j'ai entendu beaucoup parler d'exploration. Et je me suis rendu compte que, de fait, nous avons une extraordinaire ressource en termes de récits d'explorateurs, mais que nous prenons assez peu le temps de réfléchir pourquoi nous explorons. Pourquoi nous entamons des voyages. Je pense dans un autre domaine, Charles Darwin qui fait le tour du monde en 1830, c'est un voyage pas d'agrément du tout, parce que c'est pas à l'époque, les moyens sont extrêmement rudimentaires sur les bateaux, même anglais, mais c'est parce qu'il est à la recherche de nouvelles connaissances. Il entame une forme d'exploration.
Et c'est encore le cas aujourd'hui pour une agence comme l'Agence spatiale française et d'autres. C'est-à-dire que nous voyageons, nous envoyons des sondes, alors plus ou moins loin, parfois des vaisseaux habités, alors là vraiment très près, même la Lune, hein, c'est vraiment même pas la porte à côté, en fait, la Lune. C'est la banlieue, hein, c'est la banlieue de la très Terre, proche banlieue. Mais c'est pas pour uniquement le plaisir du voyage. Ça, ce sera peut-être pour les touristes. Mais c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. C'est simplement que le but de l'exploration, c'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi nous, les humains, nous sommes des explorateurs? Et c'est ça qui rend nos voyages infinis, parce que nous avons tout le temps l'envie d'explorer, tout le temps l'envie de nous confronter à des êtres, ou à des choses, ou à des situations inconnues. Pour moi, c'est la grande différence avec mon chat. Alors, j'ai pas vu venir le chat, mais très bien. Donc, bon, vous avez peut-être un chat, mais en tout cas, je vois l'animal. Ce sont des êtres très curieux, vous le savez bien. Bon, oui, il y en a d'autres, hein, mais les animaux sont curieux. On a étudié la curiosité chez les animaux. On a senti la confrontation team chat et chien dans oui, dans donc le ça, public. voilà. Je ne connais pas dans le terme de science-fiction ce que les réalisateurs en ont fait, mais bon, voilà une question pour un prochain quiz sur la place des animaux en SF. Bon, oui, enfin les animaux comme les dinosaures, par exemple. Est-ce que c'est un animal domestique? Est-il curieux? Je n'en sais rien. En tout cas, nous sommes des êtres vivants, nous avons une part d'animalité, nous avons une forme de curiosité. Mais ce qu'il y a, c'est que, et je dis ça vraiment en sachant où je suis actuellement, c'est que nous avons quelque chose de supplémentaire qui fait que, par exemple, certains d'entre nous produisent des films ou des ouvrages de science-fiction. C'est que nous avons une capacité à imaginer et que nous nourrissons notre curiosité avec notre imagination. Alors, quand on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière la Lune, sur la face cachée qu'elle ne nous montre jamais, vous savez qu'il y a une littérature extraordinaire. On a tout imaginé et on continue à imaginer pas mal de choses. Ce qui fait que nous avons vraiment eu envie d'y aller, d'aller explorer la face cachée de la Lune. Donc aujourd'hui, elle n'est plus cachée d'ailleurs. C'est fini. Parce que nous savons qu'il n'y a pas des hordes d'extraterrestres qui nous attendent. Il n'y a pas... Parce que j'ai rencontré un extraterrestre qui se cache derrière la Lune, dans une fiction. Donc ça, c'est le premier extraterrestre que j'ai rencontré. Bon, lui, il venait combattre la Terre parce que voilà, justement, il avait des débris spatiaux que nous envoyons sur la petite planète qui est cachée derrière la Lune. Bon, ça, c'est notre imagination qui fait qu'on a envie d'y aller. Et après, dans la vie courante, cette curiosité, cette imagination, cette envie d'explorer, nous pourrons le développer n'importe où. Et en permanence, c'est là que ça devient infini. Vous avez déjà évoqué des voyages intérieurs, des voyages très lointains, des voyages simplement, traverser la place Maurice-Quentin, aller voir ce que c'est que l'agence spatiale. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a 25 ans. C'était un monde totalement inconnu pour moi. Il parlait un langage que je ne comprenais absolument pas. Et puis on a commencé à parler. Bon, voilà, c'était une rencontre. Aujourd'hui, c'est moins des extraterrestres qu'aujourd'hui. Donc voilà ma manière d'aborder le voyage. Oui, bien sûr, plein de voyages, mais en fait, pour explorer, et c'est là que j'avais sorti, mais je crois qu'on le partageait, la célèbre série Star Trek, hein, c'est aller là où il n'y a pas encore d'humains. Enfin, c'est ce générique qui en fait, je m'en rends compte, inspiré énormément de mes collègues qui, aujourd'hui ou hier, travaillaient à l'agence spatiale. C'est Star Trek. C'est l'idée d'aller, non pas de voyager, mais d'explorer des endroits où nous n'étions, nous les humains, pas encore allés. Et juste avant de continuer, parce que vous avez proposé aussi des photos, notamment de Passengers et d'un ticket pour l'espace. On est quand même sur 2 salles, 2 ambiances au niveau des films, si les gens connaissent. Mais déjà, vous dites que vous êtes au comité d'éthique spatiale. Ça veut dire quoi? Quelle éthique ça veut dire très simplement que... on va faire un petit cocorico, parce qu'on oublie souvent. C'est qu'il y a donc un peu plus de 20 ans, l'Agence spatiale française a été la première agence spatiale au monde à se dire il serait peut-être temps de nous interroger sur le pourquoi de nos activités spatiales. De nous interroger officiellement. Évidemment que les ingénieurs de la NASA, du CNES, de l'agence spatiale russe, chinoise, indienne, tout cela, si on leur pose la question pourquoi vous faites ça, ils sont capables de donner normalement quelques éléments de réponse. Mais comme ils ont tous les mains dans le cambouis, enfin nous c'est pas le cambouis, c'est plutôt la poudre et d'autres produits un peu explosifs, il y a des moments où ils oublient. Et quand vous qui payez des impôts qui nous permettent nous de développer des programmes spatiaux juste au-dessus, vous venez nous voir et vous nous dites mais à quoi ça sert tout ça? Et aujourd'hui c'est ces questions qui sont
vraiment d'actualité, il faut être capable de répondre. À quoi ça sert? Plus que ça, c'est pourquoi. Et on nous dit, oui, c'est bien beau, là, ces histoires d'exoplanètes qu'on va aller observer avec des télescopes qui coûtent très cher, ou d'envoyer des sondes sur Mars quand elles arrivent pour ramener des échantillons, mais c'est très... Mais pourquoi on fait ça? On vous dit, oui, mais est-ce qu'on explore? Mais vous croyez vraiment que c'est important d'explorer? Mais voilà le genre de questions que depuis 20 ans, nous essayons de développer. Donc le comité d'éthique, où longtemps il y a eu seulement un conseiller éthique, c'était assez réduit, c'est pas une structure ou c'est pas quelqu'un qui est là en train de dire vous n'avez pas le droit de faire ceci. Ça n'a jamais été le cas. C'est simplement dire pourquoi faites-vous cela? Et pourquoi faisons-nous cela à un niveau national ou public, puisque c'est le cas d'un organisme public. Et je trouve que c'est une question qui est pas seulement intéressante pour les gens qui font du spatial, mais au fond, pourquoi des chercheurs, pourquoi de la fiction? C'est très consommateur de temps de moyens. Pourquoi gaspiller autant de temps? Aujourd'hui, on voit bien, on a des débats très importants sur il faut être raisonnable en termes de consommation d'énergie. Oui, mais il faudrait moins explorer, moins imaginer, moins être curieux. Voilà le genre de questions qu'on essaie de traiter. Et vous continuez à vous les poser, ces questions. J'imagine que vous n'allez pas nous donner les réponses là maintenant tout de suite. Je vous ai parlé d'exploration, c'est-à-dire d'aller dans des mondes qui restent toujours inconnus. On continue à explorer, même ces questions-là. Donc je reviens sur les films, parce que là on a un ticket pour l'espace et Passengers. Pourquoi ces images-là en particulier? Parce qu'elles évoquaient cette idée d'exploration et de voyage. Ce sont, d'abord parce qu'il y avait une question de film, donc j'essayais de raccrocher un peu sur le propos de Miss Eliade, même si je suis assez nul dans le domaine cinématographique. Et à travers le ticket pour l'espace, c'est une des questions que nous nous posons, c'est-à-dire que, et je vous l'évoquais tout à l'heure, le voyage pour le fun, pour le plaisir, pas nécessairement. Alors peut-être l'exploration personnelle, bien sûr, et ça je ne le dénigre pas, je ne le nie pas. Mais tout de même aujourd'hui, c'est vraiment une question que nous rencontrons, c'est-à-dire devons-nous ou pas promouvoir ces idées de tourisme spatial dont on entend beaucoup parler. Et il y avait un film français qui, de manière un peu loufoque, mettait un peu en place, voilà, vous gagnez à la loterie un voyage. Bon, à quoi ça sert? Donc derrière ça, il y a quand même des questions qui sont non négligeables. Et puis Passenger, c'est une autre question qui nous est posée aujourd'hui. Et à travers, alors il y a évidemment un film qui pose pas mal de questions sur l'humain, c'est-à-dire la transmission, le temps aussi, enfin, qu'est-ce qui est important, enfin, tout ça c'est évidemment une mise en scène spatiale de questions qui sont d'abord profondément humaines, et plus immédiatement, il se trouve que pour la deuxième fois, je suis en lien avec un réalisateur de documentaire fiction danois, et qui s'interroge sur les questions spatiales, donc à travers la fiction et le documentaire sur des questions aussi un peu philosophiques et éthiques. Et son nouveau sujet, c'est justement ces vaisseaux, ce qu'on appelle donc ces vaisseaux générationnels, autrement dit, entreprendre des voyages de 75 000 ans. Évidemment, ce n'est pas les mêmes personnes, sauf si on les fait dormir, mais il ne faut pas qu'ils se réveillent. Ça, c'est le propos de Passenger. Ou à moins qu'on les lance avec des générations successives. Et là, ça pose énormément de questions en termes de gestion sociale, politique, de reproduction, d'euthanasie, enfin toutes ces questions de micro-sociétés. Mais sont-elles vraiment tellement extraterrestres? En fait, c'est peut-être aussi des questions que nos ancêtres se sont posées quand ils étaient eux-mêmes en micro-société et devaient aussi gérer des contraintes qui n'étaient pas celles du spatial. Ce n'était pas le même style d'hostilité. Vous voyez les films de science-fiction qui mettent bien en scène le caractère hostile du spatial, mais quand même au niveau humain, parce que pour moi on revient toujours à l'humain, c'était des questions très semblables. Donc il se trouve que voilà, dans mon job de modeste explorateur de l'éthique spatiale, j'ai quelques liens à l'occasion avec le milieu cinématographique, ce qui me fait grand plaisir. Juste une question, le réalisateur danois, c'est Michael Madsen. Michael Madsen qui avait fait The Visit notamment. The Visit, ouais. Et qui m'avait invité dans The Visit. C'est pour ça que ça c'est ma deuxième rencontre un extraterrestre, c'est dans The Visit. Et qui avait fait aussi Into Eternity, que je vous recommande aussi sur le nucléaire, qui est assez fou. Par ailleurs, mais ce n'est pas du tout notre sujet sur le nucléaire, même si ça nous emmène dans le temps. Monté. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Bonsoir, enchanté. On repart, enfin toujours dans l'espace aussi avec vous, puisque vous aviez en commun avec Jacques Star Trek. Tout à fait. Star Trek, c'est un peu donc facile, on est sur un espace de visite de fiction, là aussi. Oui, bien sûr. Après, Star Trek, c'est vraiment une réponse facile quand il s'agit de parler de science-fiction, parce qu'il y a tout dans Star Trek, en fait. Et donc là, comme il y a eu un pan d'exploration spatiale, il y a eu un pan éthique, etc., moi, je peux partir sur un pan complètement social, et je resterai dans Star Trek,
Je pourrais parler de langue, voilà, il y a le Klingon, il y a d'autres langues. Parler Klingon ? Absolument pas, je ne sais même pas si les acteurs eux-mêmes pouvaient vraiment parler Klingon. D'ailleurs, c'est toute une problématique quand on crée une langue et qu'on la met à l'écran, c'est que si l'acteur fait des fautes, ça devient canon, il n'y a pas de... il n'y a pas de secret. Donc il faut réécrire la grammaire ou l'adapter. Voilà, mais Star Trek, oui, Star Trek, parce que... là, on voit la série originale, que j'ai regardée parfois comme avec du mal, parce que, en l'occurrence, ce que j'ai beaucoup aimé dans tout Star Trek, parce que j'ai quand même regardé tout Star Trek, j'ai pas fini, je suis dans Prodigy, là, qui vient de sortir, ce qui m'a quand même pris 3 bonnes années de ma vie pour tout regarder, c'est qu'il y a quand même beaucoup... On a combien de séries, spin-off, saisons Dans l'ordre de sortie, il y a l'original, Enterprise... Non, si, Enterprise dans Picard est dans les dernières. Enterprise, ensuite Deep Space Nine, Voyager... Et pardon, Enterprise, j'ai inversé avec Next Generation, puisqu'ils sont sur l'Enterprise. Et après, il y a effectivement Enterprise, qui s'appelle l'entreprise dans la version française. Puis ensuite, effectivement, il y a eu Discovery, que vous pouvez ne pas regarder. Ah, d'accord. Et puis après, les dernières, j'oublie, effectivement. Il y a eu Picard, bien sûr. Il y a eu celle qui revient sur les acteurs de la série originale. Strange New World, exactement. Le Herdex, Prodigy. Voilà. Pardon, je savais pas que j'avais mis le doigt dans un engrenage en posant la question. Mais oui, la question a été posée, il faut que j'y réponde. Non, mais je me rends bien compte. Et effectivement, alors, dans Star Trek, il y a la question du voyage, puisqu'ils sont à la base quand même sur le vaisseau Enterprise, ils voyagent. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout dans Star Trek, et ce qui est d'ailleurs surtout intéressant dans Star Trek, je trouve, c'est pas tant la question de l'exploration en tant que telle, même si elle est super intéressante, mais c'est surtout de mettre en fait des êtres humains face à des dilemmes moraux, en fait. Que ce soit induit par l'univers, donc par les conséquences du voyage lui-même, les conséquences technologiques, des problèmes de on tombe sur telle étoile, on se fait aspirer, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ou alors des problèmes de rencontre. Voilà, on va visiter ce qu'ils appellent du coup une planète de classe M. Voilà, il y a des êtres en fait qui ressemblent évidemment pour des raisons de budget à des êtres humains et avec des perruques, voilà. Mais ils ont une société totalement différente, ce qui pose tout un tas de questions en termes d'interaction. Par exemple, si jamais ils nous demandent de les aider face à un autre peuple, est-ce qu'on doit accepter ou non, par exemple, ce genre de choses. Et puis surtout, c'est la question de la vie sur le vaisseau, il y a la question des interactions sociales qui sont posées justement par le voyage loin de chez soi. Et d'ailleurs, moi, ma série, même Star Trek préférée, c'est Deep Space Nine. Pour le coup, ils ont retiré la question du vaisseau spatial. Ils ont dit, maintenant, on est sur une station spatiale. Et en fait, c'est les gens qui viennent à nous. Qui là effectivement pose tout un tas de questions et de gestion effectivement de société, quoi. Donc la question de la société. Donc voilà, moi la question de l'exploration, la question du voyage, je pourrais vraiment la reprendre sur un angle social et même d'ailleurs pour être totalement en cohérence avec ma chaîne YouTube sur la question linguistique. Juste de tomber face à des gens en fait qui ne parlent pas sa langue, on est directement face à une forme d'altérité et juste des fois essayer de comprendre quelle est la culture de l'autre. Ça nous emmène en fait parfois bien plus loin, mais ça, honnêtement, il n'y a même pas besoin d'aller dans l'espace actuellement. Il suffit juste de voyager un peu sur Terre. Donc en fait, Monté, vous êtes un peu sur les questions pragmatiques, c'est-à-dire que si on part en voyage avec vous, vous êtes la personne qui va gérer l'orga, si j'ai bien compris. Ouais, complètement, bien sûr. Ouais, ça pourrait être. Mais par exemple, une question linguistique sur la question de faire un voyage générationnel, par exemple. Mais il est évident, aujourd'hui en tout cas, il est à peu près sûr que la langue de départ des gens qui partent ne sera pas la langue d'arrivée. Ces gens-là ne parleront pas la langue de ceux qui sont partis, quoi. Et donc du coup, si jamais ils reviennent, on n'est peut-être même plus du tout en capacité de les comprendre. Ça pose quand même tout un tas de questions. Et la question de la langue dans la science-fiction, elle est souvent soit mise sous le tapis, traducteur universel, c'est plié. Soit elle est au centre de l'intrigue, voilà. Mais il est rarement mis en question vraiment ce fait. Par exemple, pour le voyage dans le temps, on tombe tout le temps sur des gens qui parlent en fait des langues d'aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable. Alors qu'en fait, juste écouter parmi les premiers enregistrements de radio qu'on ait, c'est quand même déjà plus tout à fait le français d'aujourd'hui, quoi. Et si jamais on remonte il y a 500 ans, personne ne vous comprendra, c'est terrible, hein, mais il faudra apprendre et réapprendre en permanence. Donc cette problématique-là, la problématique en fait de l'évolution du continuum aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Il y a aussi une question un peu de fatalité. On court après aussi de ce côté-là, après quelque chose qui est inatteignable, c'est-à-dire la forme de avoir une langue universelle, tout le monde se comprend, tout le monde se parle, et le monde est un et indivisible.
Parce que même si jamais les langues, enfin, à l'échelle de la Terre, hein, même si les langues elles peuvent converger ou tout simplement triompher d'autres langues par conquête ou par victoire culturelle, ou bon, là je parle un peu comme si on était dans civilisation 6, mais ces mêmes langues en fait ensuite elles se redivisent, elles se rescindent parce qu'il y a des réalités sociales, géographiques, culturelles particulières qui font que irrémédiablement même le latin c'est devenu 400 langues différentes, quoi. Oui, nous en parlions juste avant de venir et j'étais la première étonnée de savoir qu'on ne parlait pas le même latin en France qu'en Italie ou et on ailleurs. parle pas, et même les langues latines, elles sont vraiment... et pourtant sur un tout petit espace géographique, hein, finalement. Donc en fait, on peut même voyager tout simplement, ne serait-ce qu'en parlant ou ne serait-ce qu'avec l'histoire d'une langue. Le voyage est là aussi. Complètement. Et Audrey, votre voyage à vous, j'ai l'impression qu'il est plus évocateur. On va moins partir pour une destination ou une zone très précise, mais plutôt... je vais passer d'ailleurs particulièrement sur les images que vous avez choisies. Il y a une première image que vous avez choisie qui est une funambule, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a l'idée que ce voyage... Voilà, moi je ne ferai jamais ça. Jamais. Mais l'idée du voyage comme étant un état... entre, en fait. Oui, moi non plus, je ne ferai jamais ça. Hein, non, mais jamais de la vie. J'ai un équilibre vraiment pourri, donc je ne le ferai jamais. Oui, alors, moi, je suis écrivaine de science-fiction, mais je suis plus versée dans les sciences sociales. Donc, ce qui m'évoque plus la question du voyage, c'est également par rapport à la construction de soi et à son rapport aux autres. Et le voyage, je le voyais avant tout comme un voyage intérieur qui peut être de partir d'une origine qui peut être très stable et connue, se lancer un peu comme l'image dans l'inconnu, mais en essayant de rester en équilibre entre ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, ce qu'on découvre, ce qu'on est capable d'expliquer de l'autre, en fait, de ce qu'on découvre dans notre voyage, mais également ce qu'on doit accepter juste en tant que tel. Et dans cet équilibre, on arrive finalement à un moment où on ne peut plus vraiment faire demi-tour, on a un peu trop changé. Bon, il y a la question du voyage-retour aussi qui est posée, de est-ce qu'on serait capable d'exprimer ce qu'on a vécu à ce qu'on a laissé derrière nous. Et au final, à un moment, on arrive, on rejoint un lieu où en fait on va être plus en osmose, en compréhension des personnes. Donc ça, c'est un peu un côté voyage individuel qu'on peut autant vivre... qu'on a tous vécu si on a un peu voyagé, mais ne serait-ce que dans la ville d'à côté ou à l'autre bout de la planète, mais qui se posera également pour des voyages plus lointains de ce qu'on laisse derrière nous, donc toujours plus dans les sciences sociales, mais il y a la question de le regard qu'on peut se poser aussi sur nous-mêmes et sur l'humanité quand on voyagera comme une seule unité d'humanité pour aller peut-être rencontrer d'autres formes de vie, d'autres intelligences qui auront leur propre façon de faire, leur propre organisation sociale, éthique, religion et autres. Est-ce qu'on emmène tout ? Est-ce qu'on emmène nos conflits entre humains ? Est-ce qu'on emmène notre système capitaliste ? J'ai un peu une réponse, mais je ne vous spoil pas. Est-ce qu'on emmène, nos différences de classe ? Est-ce qu'on emmène notre humour ? Est-ce qu'on emmène des choses tout bêtes ? Asimov avait dit dans Les robots et également dans Fondation que les humains n'emmèneraient pas les moustiques. Ça, je trouvais ça super. Pas du parce tout. Que c'était vraiment très terre à terre. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on prendrait avec nous ? Est-ce qu'on prendrait notre capacité à détruire les ressources naturelles ? Est-ce qu'on irait juste polluer ailleurs ? Ou est-ce qu'on aura d'abord pris le temps de grandir sur ces questions-là avant d'aller ailleurs ? Si on imagine une exploration spatiale où on part juste entre humains et on se retrouve qu'entre nous et on trouve personne au bout, juste construire une civilisation spatiale plus large que la Terre, ces questions seraient toujours valables. Mais si on rencontre effectivement en face, plus loin, d'autres intelligences, il y aurait aussi, est-ce qu'on serait directement en conflit, en coopération, en compréhension, en opposition et il faudrait peut-être se connaître bien avant d'y aller, en fait. Et l'autre chose... Oui, il y a une autre image aussi. Il y avait le voyage vers soi et se poser la question de soi, en fait. Mais il y a aussi, vous avez une autre image qui montre une foule. Beaucoup trop de gens, là, encore une fois. Alors là, il n'y en avait pas assez sur celle d'avant, et là, il y en a vraiment beaucoup trop ici. Mais l'idée de la foule, donc, c'est un peu ce que disait aussi Théo tout à l'heure. Vous parliez d'altérité, Théo. La foule, c'est aussi cette idée de l'autre. Oui, en fait, l'idée, c'était sur la question du voyage infini. Alors, on peut avoir un voyage fini, je pense qu'il y a un certain nombre de
kilomètres carrés à explorer, je ne sais pas, dans la ville de Paris. À un moment, on peut dire qu'on a tout arpenté, ça prendrait du temps, mais voilà. Mais si on est sur le voyage comme la rencontre de l'altérité, enfin d'une autre personne, là, le voyage devient un peu infini. Ne serait-ce que déjà sur la planète, vous ne pouvez pas avoir fini de rencontrer tous les êtres humains et avoir échangé avec eux. Et je pense que même dans les voyages qu'on a pu tout un chacun faire, on a sûrement adoré visiter des bâtiments et des jolis paysages, mais ce qui est marquant, c'est les rencontres avec les personnes, en fait, et ces autres façons de voir le monde, de parler, les langues, la culture, enfin tout, ne serait-ce que les histoires de vie. Et donc là, ça devient infini. En plus, le temps de faire le tour de tout le monde, il y aurait plein de personnes qui seraient nées, donc il faudrait refaire le tour de tout le monde, puis les gens auraient changé, donc c'est pas possible. Et donc il y a aussi cette question sur si on allait plus loin et qu'on rencontrait encore plus de personnes, c'est effectivement l'infinité des vies non terrestres qu'on pourrait rencontrer, dans quelle forme elles seraient, dans toutes les formes possibles, et des formes qu'on n'est peut-être même pas capable d'imaginer en fait aujourd'hui. Enfin, on essaye en science-fiction, enfin, moi j'écris, on essaie d'imaginer ça, mais au final on a du mal à penser une intelligence, une vie intelligente qui serait très 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 différente de la nôtre. C'est vrai que généralement, bon, c'est des questions de budget, des effets spéciaux, mais on les fait plutôt avec 2 jambes, 2 bras, une tête, puis on leur met quelques couleurs funky, puis il y a des excroissances, parce que voilà, mais on les représente comme nous, ils parlent, ils pensent comme nous, ils perçoivent les 5 sens. Enfin, voilà. Alors on a du mal à aller beaucoup plus loin, parce qu'à un moment ça bute avec notre propre capacité à imaginer la différence. Donc c'est ça qui est aussi un gros challenge, et je pense qu'il nous laissera toujours dans cette question. Mais est-ce que la question ce serait dans le pourquoi on part explorer, pourquoi on dépense autant d'énergie, autant de temps, parce que 75 000 ans, c'est pas peu, autant d'énergie de notre planète, autant d'énergie même de notre affect, quoi, autant de travail, c'est pouvoir se dire peut-être qu'on n'est pas tout seul aussi, et qu'on a une altérité quelque part qui nous renourrirait après vers nous-mêmes. Enfin, donc je crois qu'il y a cette question et ce désir de savoir en fait, enfin. Et c'est rassurant de se dire que si on trouve une seule forme de vie, hop, ça veut dire qu'il y en a une infinité, et hop, la question elle est pliée. Mais on attend toujours la première réponse. Oui, c'est vrai que j'aime bien cette idée de une, et puis c'est bon, on a clos le dossier. Il y en a plein finalement. Donc, mais alors c'est bien parce que Audrey et Jacques ont anticipé ma prochaine question que je vais vous poser à tous les 5. Mais justement, je reviens sur le pourquoi. Visiblement, Jacques, c'est quelque chose que vous posez comme question depuis un petit moment au sein de l'Agence spatiale. Mais il y a, de manière générale, et vous l'avez évoqué aussi, Audrey, pourquoi l'humain a besoin du voyage? Pourquoi on a besoin d'explorer? Pourquoi Est-ce que vraiment l'herbe est plus verte ailleurs? C'est pour ça qu'on a besoin de découvrir et de voir, ou de ressentir, peu importe. Mais selon vous, pourquoi le voyage est si essentiel à nous, cette bande de bipèdes qui parle maintenant? Et vous n'avez pas 4 heures. Mais Jean, c'est une question largement ouverte, puisque ça fait des années que je me la pose. Ouais. Donc, comme ça, spontanément, et parce que j'ai retrouvé hier un dessin de l'homme de Tautavel que m'avait envoyé un paléontologue. Et quand j'avais visité le site de Tautavel, vous savez, c'est dans le sud-ouest de la France, un de nos ancêtres en Europe, paraît-il. Et je m'étais dit, au fond, ces ancêtres qui vivaient dans cette grotte de Tautavel, ils devaient se dire, mais de l'autre côté de la montagne, est-ce qu'il y a des êtres comme nous? Bon, confère 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est le premier chapitre, c'est génial. Et en fait, aussi bien l'homme de Tautavel que 2001, et donc Clark et Kubrick, ce que j'ai compris du film, parce que j'ai pas tout compris, je crois que je suis pas le seul, c'est bien la question de l'autre. L'homme de Tautavel se demandait, est-ce qu'il y a des autres comme moi de l'autre côté de la colline? Le début, c'est gérer l'autre. Et là encore, nous sommes des êtres biologiques. La question de l'autre se pose la moindre de nos petites cellules qui touchent un truc, donc ces sens de petites cellules nous disent c'est pas moi, donc l'autre, c'est quoi ce qui vient de me toucher? Est-ce que c'est un autre moi-même, voilà, de la même famille, donc tout va bien, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Enfin, c'est la question de l'autre. Et à nouveau, parce que nous sommes des êtres d'imagination, non seulement nous vivons cette réalité de la rencontre de l'autre, du différent,
celui qui est plus alter qu'égo, hein, plus autre que moi, bon, au quotidien, voilà, immédiatement, là, bon, et puis dans la rue, etc. Mais aussi parce qu'on imagine tellement d'autres et tellement différents. Alors là, la fiction, elle en est pleine, et depuis toujours. Et c'est pas seulement la fiction, c'est la philosophie. La question de ce que nous appelons aujourd'hui les extraterrestres, ça s'appelait auparavant la pluralité des mondes habités, et ça a occupé la philosophie dès qu'on a les premières traces de philosophie. Alors, donc ça veut dire que ça existait encore auparavant. Ça fait 2500 ans que l'être humain se dit, est-ce qu'il y a des planètes qui sont habitées ? Et pour moi, c'est le cœur de cette question-là. C'est ça, c'est la question de l'altérité. Je dis parfois, sous une forme un peu brève, ça suit notre humanité comme notre ombre. Et nous ne pouvons pas nous en détacher. Et au contraire, c'est le jour où je veux me détacher de la question de l'autre, je crois que je ne suis plus humain. Nous ne sommes plus humains. Donc l'autre définit l'humain. C'est comme un négatif, en tout cas, ça définit. la question de l'autre définit pour moi, enfin définit, oui, pourrait définir, servir à définir. Attention, il ne faut jamais être réducteur. Mais en tout cas, si j'avais un pactage de l'être humain, je mettrais évidemment la question de l'autre, parce que j'en vois des traces dans toutes les cultures humaines. Dès qu'on a des traces encore, voilà, qu'on peut comme les disques d'or que nous ont laissés, on arrive à les lire et on se dit tiens, ça, il y a bien la question de l'autre qui est présente. Audrey ? Je suis tout à fait d'accord, c'est passionnant. J'aurais aussi, j'ai l'impression, alors je vais pas me lancer non plus dans la psychologie, mais je pense qu'il y a quand même aussi un manque dans l'humain, une notion de manque et une sorte de carence. On est tous un peu carencés, et c'est ce qui fait que ça devient un moteur d'exploration, un moteur de rencontre, un moteur, une envie de compréhension. Enfin, ça s'exprime de manière très différente chez beaucoup de personnes, mais bon, il y a les points communs de vouloir, dans l'exploration, de vouloir comprendre, également de vouloir s'enrichir, parce qu'il y a une carence ou un manque, on veut combler quelque chose. Là, dans ce cas-là, c'est matériel. La rencontre avec quelqu'un de similaire, c'est pour aussi avoir ce regard sur l'autre, cette solitude en fait qu'on veut tous à un moment briser, mais alors qu'on est profondément unique et seul en fait. Donc je vais pas vous sortir tous déprimés du truc, je suis vraiment désolée, mais c'est un peu ça. Donc voilà, il y a cette carence, je pense, fondamentale qui devient moteur d'eux. Et ce qui me fait vraiment moyennement rire, c'est tous les préceptes et les livres aujourd'hui de bien-être intérieur pour apprendre à se contenter de soi, à se contenter de ce qu'on est, à profiter du moment présent, à se contenter de ce qu'on a et à pas toujours essayer de faire des plans sur la comète. Et voilà. Et waouh, ça doit être un travail, ça doit être le sujet d'un travail personnel avec beaucoup de livres de développement personnel aujourd'hui pour apprendre à l'être humain à se contenter de ce qu'il a et de lui-même. Donc ça veut bien dire que c'est pas vraiment notre état naturel en fait. Pour moi. Sinon, on n'aurait pas besoin de autant de rayons à la FNAC de développement personnel. Donc, c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est dans mon roman, moi, je l'ai traduit comme une pulsion de vie. Parce que dans mon roman, il y a plein d'espèces non humaines. C'est même plus extraterrestre parce que la Terre, ça fait très longtemps qu'on l'a oubliée. Et il y a la question de pourquoi on va se rencontrer et pourquoi on essaye justement de communiquer, parce qu'il y a une pulsion de vie qui a besoin de rencontrer une autre pulsion de vie. Parce que sinon, elle reste toujours un peu incomplète. Caroline ? Oui, j'aime bien, moi, mais c'est vrai qu'il y a la notion de l'autre et la notion de soi-même. Et quand on voyage, ça va aussi être pour son propre développement personnel, pour son propre plaisir, pour aller à la rencontre de l'autre, mais qu'est-ce que l'autre va nous apporter à nous-mêmes. Et finalement, on voit tout ça sous l'angle de nos thématiques respectives, ma thématique toujours sur la recherche de vie extraterrestre. Pourquoi on va la rechercher ? Pourquoi on va aller sur Mars, envoyer des sondes pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ? Finalement, pourquoi la recherche fondamentale ? Pourquoi la science fondamentale ? Pourquoi essayer de comprendre ? Et une des réponses retourne vers soi-même. On va chercher l'autre, on va chercher si on a une forme de vie extraterrestre pour essayer de mieux comprendre nos propres origines à nous, puisque l'être humain descend de toute une lignée de développement de vie depuis 4 milliards d'années sur Terre. On ne comprend pas comment cette vie est apparue sur Terre, on ne comprend pas comment elle s'est développée sur la Terre primitive, la vie primitive, et donc on essaye de comprendre l'enchaînement qui aujourd'hui mène à qui on est nous. Et en allant rechercher des formes de vie ailleurs, en allant essayer de comprendre à quoi peuvent ressembler d'autres formes de vie, on essaye de mieux retourner dans notre propre passé pour essayer de comprendre notre propre évolution. Donc le voyage, c'est aller à la rencontre de l'autre pour mieux se comprendre soi-même. Donc les deux sont absolument nécessaires.
Wow, c'est d'un égocentrisme total. Donc, et Théo, pourquoi par exemple vous avez envie d'aller sur ces exoplanètes, ou de les visiter, ou comment vous les visitez mentalement, ces exoplanètes? Qu'est-ce qui vous attire dans cette notion de voyage lointain? Je ne sais pas si j'ai envie de les visiter je veux dire, en chair et en os, parce que les conditions qui règnent globalement, on ne les connaît pas. Enfin, il y en a certaines, elles sont dans la zone habitable, ça ne veut pas dire que c'est habité, et ça ne veut même pas dire qu'en fait l'atmosphère soit propice à ce qu'on puisse s'y promener comme ça. Donc mais par contre, ce qui me plaît, en fait, c'est de savoir que ces mondes existent vraiment. En soi, il n'y a pas de différence entre Tatooine et Gliese 667C. Sauf que cette planète, elle existe là, maintenant. Donc on ne connaît pas précisément ce paysage-là, mais elle est là, en fait. Et elle est là depuis peut-être 2-3 milliards d'années. C'est des choses qu'on peut approximativer en étudiant le système. Et ça, je trouve ça super fort, en fait. C'est la charge émotionnelle que ça me provoque. Je sais qu'il y a des gens que ça laisse complètement indifférent, mais chez moi, ça marche énormément. Je ne sais pas si... parce que je t'avais donné 3 images, il y avait un gif. Est-ce qu'on peut montrer le gif où il passe pas Est-ce qu'on peut montrer le gif ou justement, bonne question, est-ce qu'il passe pas? Et alors, je pose une question dans le vide parce que personne ne va me répondre vraiment, à moins une voix divine. Alors je vais théoriser qu'il ne passe pas, parce que rien du tout. Donc non, c'est pas ça. Alors c'est celle après, mais on peut. Oui, alors il y a marqué Drieux étoile, c'est pas un délire mégalomaniaque, c'est qu'ils se sont un peu trompés en. Parce que Drieux, c'est le nom de famille, je ne me permettrai pas d'appeler une étoile en mon nom. Oui, ça c'est ce qu'il dit pour être poli, mais on sait. C'était juste pour vous montrer voilà, une image réelle. Ça c'est à peu près ce qu'on sait faire de mieux en termes d'image d'exoplanètes. Alors là, c'est un système qui est en formation. Peut-être qu'après, du coup, on pourra vous montrer un autre système avec des planètes qui sont vraiment formées. Là, on a un disque d'accrétion qui est en train d'être nettoyé. Au milieu, vous avez l'étoile qui a été en partie masquée. Et le petit point donc à votre droite, là, lumineux, c'est une géante gazeuse. Extrêmement massive, je crois qu'elle fait 8 fois la masse de Jupiter, et entre la géante gazeuse et l'étoile, on a, je crois, un truc comme 50 unités astronomiques, donc on est sur des très très grandes distances. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc elle est déjà très éloignée, et c'est un monde qui est très chaud, donc c'est pour ça qu'on peut le voir. Aujourd'hui, les trucs qu'on peut voir directement, c'est vraiment que des gros mondes très chauds, et du coup ils brillent, et on arrive à en détecter une partie de la lumière. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est le premier système autour duquel on détecte autour de cette géante gazeuse un disque d'accrétion qui lui est propre. Et en fait, cette planète-là, elle est en train de former des lunes. Donc elle est très très jeune, elle ne les a pas encore, mais elle est si massive que les modèles nous disent, alors on est encore sur des modèles, qu'elle va donner des lunes qui potentiellement seraient grosses, voire plus grosses que la Terre. Donc là, on est vraiment dans Pandora. Alors ça ne veut pas dire qu'après on a l'atmosphère de Pandora, ça ne veut pas dire qu'on est... Ça ne veut pas dire qu'il y aura les navis. Voilà. Mais je trouve ça assez fou de se dire que aujourd'hui, il y a des gens qui étudient un peu les potentielles zones habitables, tout ça, qui disent qu'il y a peut-être plus de lunes potentiellement habitables que de planètes potentiellement habitables. Voilà. J'ai digressé très loin. Non, mais en tout cas, vous avez expliqué cette image que moi, sinon j'aurais dit c'était un joli anneau de lumière, mais voilà, j'aurais pas été beaucoup plus loin. Mais je vous pose aussi la question montée en fait sur cette notion de voyage. Vous, votre sujet, c'est la linguistique en fait. Donc, oui. Est-ce que le voyage, c'est forcément lié justement à la communication avant toute chose en fait? Ah ben oui, pour moi, c'est d'ailleurs là. On a plein d'exemples dans l'histoire, parce qu'on parle d'exploration dans l'histoire, où quand on tombe sur des gens, c'est bien, quand on comprend ce qu'il dit, c'est quand même mieux, quoi. Et bon, on va dire que les premières interactions entre des peuples qui se rencontrent, qui ne peuvent pas communiquer, elles peuvent être très hasardeuses, et souvent, donc, il y a une étape nécessaire d'apprentissage, d'avoir recours à des interprètes. Ça, on le voit dans l'histoire. Bon, bah, voilà, quand les conquistadors sont arrivés au Mexique, par exemple, ils ont bien dû se faire pote avec des gens localement qui pouvaient quand même traduire ce qui était dit, parce que c'est une nécessité absolue, quoi. Donc effectivement, cette dimension de la communication, elle est extrêmement importante. Après, ça c'est un pan, effectivement, moi qui m'intéresse. L'autre pan qui m'intéresse, effectivement, pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure sur ce qui nous donne envie de voyager. Et moi, ce qui me donne envie de voyager dans les langues et ce qui me donne envie de découvrir de nouvelles langues, c'est pas du tout pour les parler, ou c'est pas parce que je pense qu'on manquerait
qu'on manquerait de quoi que ce soit en français, puisqu'on arrive tout à fait très bien à communiquer ensemble et a priori ça se passe plutôt correctement. Mais c'est vraiment plus pour questionner comment est-ce qu'on en est arrivé là, à la langue française par exemple, et comment d'autres langues, enfin quels chemins ont pu être suivis aussi, un peu comme pour le vivant, quels chemins ont pu être suivis. Et il y a quand même, surtout en Europe, cette sensation que on partage énormément de choses qui seraient universelles. Voilà. Alors, entre parenthèses, on parle surtout des langues indo-européennes qui ont en fait la même origine, c'est-à-dire surmontent à plus de 6-8 000 ans. A priori, on parle à peu près tous la même langue. La question de savoir de quelle façon autre on pourrait parler ou communiquer et faire société, en fait, c'est une question qu'on se pose assez peu au quotidien, moi que je me pose tout le temps, qui m'obsède assez, en fait. Pour des raisons que je n'explique pas, honnêtement. Voilà, je n'ai pas de bonne explication, c'est juste que ça me passionne depuis toujours et que j'aime vraiment cette idée de... en fait, ça se trouve, à tel endroit de la planète, on a vraiment pris un chemin qu'on imaginait absolument impossible. Et en fait, là, moi, c'est ce qui me désole, c'est qu'en fait, on s'interroge beaucoup sur les langues ou les communications que pourraient avoir des aliens si on les rencontrait, etc. C'est passionnant. Mais en même temps, en fait, on est loin d'avoir documenté et étudié toutes les langues sur notre Terre, et ces langues sont en train de disparaître pour la plupart. C'est-à-dire que d'ici un siècle, a priori, 90% des langues auront disparu, dont celles qui sont probablement les plus intéressantes d'un point de vue scientifique, puisque celles qui vont rester sont en fait des langues qui partagent déjà beaucoup, c'est-à-dire des langues européennes en réalité, plus le chinois et l'arabe, quoi, en gros, globalement. Donc voilà, moi, cette question de la communication et cette question de l'altérité, moi, je la vois effectivement à travers la langue, et notamment dans les univers de SF. Souvent, moi, ça me sort plus d'un film qu'autre chose, puisque je me dis, ils parlent quand même de façon très européenne, ces gens-là. Vraiment. Alors qu'en fait, ça demande quand même un exercice, comme pour imaginer des races aliens différentes ou des mondes différents. S'imaginer une façon de communiquer très différente, ça demande quand même vraiment beaucoup de travail, je trouve, et vraiment un travail d'abstraction difficile. Et c'est même pas dit d'ailleurs qu'on puisse vraiment s'imaginer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la plupart des langues qu'on s'imagine sont toutes des langues parlées, alors qu'on peut par exemple avoir des langues signées, ça existe déjà. Ça pourrait être des langues sous forme des moyens de communication qui nous dépassent, parce qu'en fait, tout simplement, je sais pas, les gens ne peuvent pas émettre de son, ils communiquent autrement, ils communiquent visuellement, par odeur, j'en sais rien. Ça, c'est vrai que par exemple, c'est un espèce d'impensé encore, je trouve, dans la SF. Alors, je dis pas que personne n'en parle, mais malgré tout, c'est quand même des pistes sur lesquelles on va pas trop, quoi. Alors qu'il y a... il y avait le film notamment Premier Contact de Denis Villeneuve, que je crois que vous allez présenter notamment dans certaines villes. On en reparlera après, mais c'était le film qui était l'ouverture aussi l'an dernier d'Amy Céliade, qui était présenté déjà par le capitaine Nexus. On retrouvait en tout cas déjà cette idée de communiquer différemment et pas que par le langage parlé, en tout cas. Mais en l'occurrence, ils parlent aussi. C'est juste qu'on ne comprend pas leur langue parlée et qu'on préfère de communiquer avec eux par l'écrit. Mais ils parlent aussi, malgré tout. Mais ils font des cercles aussi. Et ils écrivent. C'est issu d'une nouvelle à la base, de Ted Chiang, l'histoire de sa vie. Et d'ailleurs, dans la nouvelle, il y a cette notion de langue parlée et langue écrite. Il y a les tapots A et B. Il y a les deux. Voilà. C'est bien parce que vous m'emmenez tout droit sur ma prochaine question, qui est le rapport à la fiction, puisque le but d'Amy Céliade, qui est créé par Images en bibliothèque et la DRC, c'est quand même aussi de passer par la fiction, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit cinématographique, par exemple, pour aller faire ce voyage, en fait, le voyage par le biais de la fiction. Donc, qu'est-ce que permet la fiction en termes de voyage, en fait ? Pourquoi la fiction, c'est bien pour voyager, selon vous ? Pareil, vous n'avez pas 4 heures et je viens de vous poser une colle. Mais bon, je vais peut-être me tourner directement vers celle qui écrit de la fiction un peu plus. C'est pas pour moi, j'étais pas là. Donc, mais Audrey, pourquoi la fiction c'est bien pour voyager ? Qu'est-ce que ça nous permet ? Puisqu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas aller sur les exoplanètes, c'est beaucoup trop long. Déjà, c'est super pratique parce qu'on n'a pas tout le côté technologie à gérer avant, puis se dire que ça va nous prendre quelques dizaines de milliers d'années avant d'y arriver. Donc on triche en fait. On se projette tout de suite sur le point d'arrivée et ça, c'est super pratique. Et c'est beaucoup plus économe. Donc oui, ça permet de voir
toutes les étapes qu'on pourrait avoir. Donc déjà, la question du premier départ, en fait, et de qui va partir, comment on part, qu'est-ce qu'on prend, etc. Le premier contact, ou la première exploration d'exoplanètes. Et puis après, voilà, on peut imaginer toutes les étapes qu'il peut y avoir de ces premiers pas jusqu'à ce qu'on appelle ça notre planète à nous, et que potentiellement, comme je disais, la Terre peut devenir un lointain souvenir, comme dans Fondation d'Asimov par exemple. Et c'est quelque part triste, mais de quitter le berceau de l'humanité, en fait, c'est l'idée. Donc la fiction, ça nous permet de tester dans le temps, on met le curseur où on veut, on teste toutes les possibilités qu'on veut, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. On a l'IN qui parle ou qui parle pas, on reste entre nous aussi. Il y a des fictions juste de conquête spatiale humaine où on reste que entre êtres humains. Si vous avez vu la série Firefly, c'est en fait avec des vaisseaux générationnels en plus, ça c'est vraiment génial, de la terraformation, et on reste que entre nous. Et j'avais vu une interview des acteurs où ils étaient même très surpris eux-mêmes d'être dans une série qui n'avait pas d'aliens, alors qu'ils étaient sur des planètes différentes de la Terre, donc c'était rigolo. Mais là on a transformé les planètes, les exoplanètes, pour en faire des terres. C'est la terraformation qui prend encore plus de temps et de ressources. Voilà, donc on peut s'interroger sur tout ça, sur la technique qu'il faudrait. Voilà, c'est un terrain d'expérimentation et on met le curseur où on veut. Donc on s'amuse, et on voit aussi des choses moins amusantes en se disant qu'effectivement il y a peut-être des questions à se poser. Je pense que la fiction et la science-fiction peut nous interroger sur les questions à se poser justement avant peut-être de partir. Donc après, c'est des questions qui seraient renvoyées vers la science et vers les comités d'éthique. Voilà. Caroline ? Oui. Oui, je peux rebondir dessus, parce qu'effectivement, la fiction, ça va permettre d'aller où on veut, mais finalement, il y a toujours cette itération entre la science-fiction et la science, où la science-fiction va, comme on l'a dit tout à l'heure, peut imaginer des exoplanètes assez atypiques, et puis, in fine, on réalise que ce genre de planète existe vraiment, déjà que les exoplanètes existent. J'espère bientôt on trouvera des premières exolunes. Il y a quand même de grandes chances qu'elles existent quelque part. Voire même, c'est peut-être une évidence que la plupart des planètes ont des lunes autour d'elles. Donc, on a la science-fiction qui va permettre d'imaginer tout, et la science qui va pouvoir s'en appuyer et avoir encore plus d'imagination que ce qu'elle n'a pour confirmer, infirmer. Et vice-versa, la science va également fournir à la fiction des éléments pour pouvoir réaliser des choses qui sont un petit peu plus réalistes, justement. De plus en plus de films de science-fiction ont des conseillers scientifiques pour essayer d'être le plus réaliste possible. Seul sur Mars, c'était un film qui est scientifiquement très réaliste et qui a été en collaboration avec des collègues de la NASA pour que ça reste le plus réaliste possible. Alors, il nous racontait qu'il y avait toujours un petit peu ce challenge où les scientifiques voulaient que ce soit le plus scientifique possible, et le réalisateur, ça reste quand même un film de science-fiction, et donc il y avait toujours d'essayer de trouver un terrain d'entente pour que ça reste... Ça reste de la fiction et un film, quoi. Ça reste de la fiction, mais voilà, les scientifiques qui participaient voulaient que ce soit le plus réaliste possible, etc. Et par exemple, la science-fiction va également guider les financements de plusieurs explorations scientifiques qui peuvent se produire, puisque, encore une fois, on est sur des financements publics quand on fait des explorations. Le CNES est un organisme public, l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne qui va financer pour des missions également. Et tout ça est guidé par l'intérêt du public. Si personne n'en avait rien à faire d'aller trouver de la vie extraterrestre, d'aller explorer Mars, il y aurait beaucoup moins de financement. Et la science-fiction va créer ces intérêts, ou au contraire, dégrader les intérêts pour certains types d'exploration. Et ce que je voudrais donner comme exemple, c'est par exemple l'exploration martienne. La première photo de Mars, de la surface de Mars, a été pris par les sondes Mariner en 1964, donc c'est quand même récent. Jusque-là, on pensait que Mars était habité. On pensait qu'il y avait des extraterrestres, on pensait qu'il y avait des villes sur Mars. On avait juste comme image de Mars depuis la Terre jusqu'à la première vraie photo d'une sonde qui est passée aux abords de Mars et qui a pris la surface. On avait juste des photos prises de la Terre où on voyait une boule avec vaguement des sortes de canaux dessus. Donc on pensait que c'était des canaux artificiels pour amener l'eau des pôles à l'équateur et qu'il pouvait y avoir des villes, que les aliens allaient nous envahir, etc.
dans les années 50, on a eu la version radio de la Guerre des Mondes où on pensait, et donc panique générale dans le public, que les extraterrestres vont nous envahir, etc. Donc c'était un système solaire habité, c'était un Mars habité. C'était toute la littérature des Martiens. Alors souvent ils étaient méchants, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais on n'a jamais d'extraterrestres gentils dans la science-fiction. Peut-être que vous pourrez m'apporter des éléments. E.T. Oui, E.T. c'est vrai. Ouais, non, Premier gentil. contact, en vrai. Premier contact, Rien. E.T. Mais de manière générale, ils sont quand même là pour nous Majoritairement, ils envahir, sont pas pour cool, nous ouais. détruire, pour... ouais. Mais donc, en tous les cas, on pensait jusqu'à qu'on n'ait que de l'imagination, on pensait à Vénus habitée, Mars habité, des extraterrestres, des villes, des civilisations, des technologies. Puis, première image de Mars, 1964, un monde complètement stérile, rien du tout. Puis au fur et à mesure des explorations, on se rend compte que la surface de Mars, de toute façon, n'est pas habitée. Et là, ça a un petit peu cassé également toute la science-fiction martienne. Donc on va plus loin, là où on ne connaît pas, pour pouvoir imaginer des choses sur des exoplanètes, beaucoup plus loin, et jusqu'à ce qu'on découvre scientifiquement qu'il y a telle ou telle chose, ou qu'elle n'y soit pas. Et donc les deux se nourrissent l'un de l'autre. La science-fiction nourrit la science, et la science nourrit la science-fiction. Vous vouliez rebondir aussi, Jacques? Oui, pour être tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, on ferait quelques remarques, parce que c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que pour certains pays, l'apport de la fiction, en particulier du cinéma, était essentiel. C'est le cas des États-Unis, où Hollywood était lié à la NASA, enfin pour être un peu réducteur. Au moment où il a fallu démarrer le programme spatial américain, la crainte des Soviétiques n'a pas suffi. C'est ce qui a déclenché, mais heureusement derrière, il y avait Walt Disney et tout l'attirail de Hollywood. Et en revanche, on peut se poser des questions, et c'est le sujet d'une thèse que j'ai suivie récemment, où quand on voit la faiblesse, en l'occurrence dans la fiction cinématographique française, où là, c'est beaucoup plus léger, et là, la fiction, au moins dans le cinéma, n'a pas du tout joué le même rôle. Alors après, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut attendre dans le futur. Mais ce lien, effectivement, entre fiction et science, mais aussi entre fiction et philosophie, entre fiction et éthique, enfin, c'est absolument essentiel, parce que, pour moi, ça relève pour utiliser un gros mot, de l'expérience de pensée. Comme vous dites, on peut tout se permettre, mais quelque chose qui va nous servir. Je n'ai pas été révisé, mais vous savez qu'une des plus célèbres expériences de pensée, c'est Einstein qui dit « Si j'étais sur un rayon de lumière en train de me déplacer à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui se passerait ?» Et c'est ça qui lui a permis d'avancer dans sa réflexion scientifique. Il était vraiment dans la fiction. Personne ne chevauche un rayon de lumière. Mais ce serait un très beau roman. Bon, ben voilà, allez-y. Mais Einstein l'a déjà fait. Et donc ce rapport-là, il est inscrit aussi bien dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique. Quand vous parlez d'extraterrestres, ben, en 1600, il y a un type qui s'est fait brûler à la Campo dei Fiori à Rome parce qu'il avait affirmé un peu trop fort qu'il existait des mondes habités autres que la Terre. Il ne les avait jamais vus, bien sûr. Même Copernic, dans son imagination, n'avait pas été jusque-là. Mais donc il y avait la force de la pensée humaine et là de la philosophie humaine pour dire ça va exister. Et on a mis pratiquement 4 siècles pour prouver qu'il avait effectivement raison. Donc voilà, il ne faut pas réduire la fiction à 2001 ou un ticket pour l'espace. Hein. C'est quelque chose de nouveau qui appartient à l'humain et qui nous a permis au moins d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'évidemment, quand on commence à imaginer, on imagine des choses magnifiques, on peut aussi imaginer des choses terribles. Il ne faut jamais l'oublier. Est-ce que, je me permets de poser une question, est-ce qu'on a un exemple historique d'un cas de figure où sur la table d'un comité de décision pour voter des budgets, il y avait des missions qui avaient moins de pertinence scientifique et parce que le pouls de l'opinion allait vachement plus dans le sens d'une autre, c'est la direction qui a été prise? Je n'ai pas un exemple précis, mais je sais que ce que je vous racontais sur la NASA et Hollywood a été très largement documenté et travaillé au niveau universitaire pour vraiment montrer que avant même la création de la NASA, tout le monde connaît le nom de von Braun, hein, donc l'ingénieur allemand, les V1, les V2, qui ensuite est passé aux États-Unis. Il a énormément travaillé dans les années 50, justement avec à la fois des dessinateurs, des réalisateurs, avec Hollywood, pour insuffler dans la société américaine l'idée que l'avenir, en partie de ce pays, était d'homme dans l'espace. Et en 61, Kennedy, en disant dans la décennie, les États-Unis seront capables de mettre un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf,
c'est en fait l'illustration que ce programme de vol habité, il est, alors, je ne sais pas, ça ne répond pas tout à fait à votre question, je n'ai pas un exemple précis à vous donner, mais il est largement inspiré par tout ce qui est derrière en termes d'appui de la fiction. Et puis finalement, le dernier en date, c'était quasiment 2001, parce que 2001 a été sorti en salle quelques semaines avant le premier vol donc Apollo autour de la Lune. Et là, ça y est, la réalité rejoignait la fiction. Mais c'était le dernier coup de, coup de main, là encore du cinéma, pour dire il faut aller jusqu'au bout au moins là. Oui, juste par rapport à comment les domaines en fait se répondent à la science-fiction et en fait moi j'avais lu assez jeune la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson et je m'attendais, c'était de la hard SF donc je savais que j'allais avoir beaucoup de science et il y en a. Et en fait les 150 premières pages, alors j'exagère peut-être mais ça me semblait long, il se pose juste la question de est-ce qu'on a le droit de terraformer Mars ? Est-ce qu'on a éthiquement, philosophiquement, le droit de modifier comme ça une planète, tout simplement parce que on peut et que ça nous arrangerait bien pour des raisons économiques d'ailleurs, à la base c'est plutôt ça dans le livre qui est décrit, et c'est vraiment une opposition juste éthique et de longues conversations entre les personnages sur a-t-on le droit en fait de modifier l'espace. Alors déjà la question de est-ce qu'on a le droit de modifier notre planète, alors on l'a pris et c'est pas toujours ça n'a pas toujours un résultat très heureux, pas du tout, mais voilà, est-ce qu'on a le droit de terraformer Mars et ensuite je m'étais renseignée également sur justement le droit qui pouvait régir notamment la Station spatiale internationale. Il y a vraiment des pages et des pages de rapports qu'on trouve en ligne sur qu'est-ce qui se passe si un astronaute tue un autre astronaute dans la station. Ça dépend dans quel module il est, parce que c'est le droit du pays, du module qui prévaut. Donc, par exemple, si une femme américaine accouche dans le module français, il a la double nationalité parce qu'il y a des accords, mais il ne faut pas qu'elle accouche dans un autre module parce que ça ne marcherait pas. Voilà. Et donc, il y a eu le traité de l'espace, je vais me tromper de date, 92 je crois. 67. Voilà, je me suis juste trompée de quelques décennies près, qui régit la question du droit vraiment dans l'espace. Et ça, je trouve ça incroyable qu'à un moment, effectivement, on s'est dit, stop, on a la technologie pour quand même commencer à s'échapper de notre atmosphère et aller sur la Lune et d'autres astres. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas d'autres... La science a rejoint la science-fiction. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas que les sciences sociales se pointent aussi un peu, et les questions éthiques et c'est génial. Ils ont signé ça alors qu'on n'avait pas posé le pied sur Mars, mais tout est prévu. Et ce serait même intéressant de savoir, excusez-moi, quel livre de science-fiction les rédacteurs du traité de l'espace avaient lu. Parce que de fait, en 67, il y avait très peu de choses qui avaient été réalisées. Il n'y avait pas encore aucun homme sur la Lune. Et donc... juste avant, la décision des États était de dire, par exemple, il n'y aura pas d'appropriation des corps célestes et de l'espace par quelque nation que ce soit. Donc, voilà une question. L'année prochaine, vous invitez, mais ils sont morts, les rédacteurs. On va avoir du mal à les faire venir alors. Mais vous aviez quoi dans votre bibliothèque ? Parce qu'il est très clair qu'il fallait faire preuve d'imagination pour se dire quel droit nous allons élaborer aujourd'hui. Parce que pour le faire signer en 67, ça veut dire que ça fait au moins 10 ans qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient en tête avant même qu'on ait envoyé, ou on avait juste envoyé un premier Spoutnik, qu'est-ce que nous allons faire demain de manière à élaborer un droit pour gérer ces activités ? Ça, c'est de la fiction. Donc il fallait le voyage mental avant même le voyage réel. Je suis désolée, je vous coupe parce qu'il y a aussi le temps de la salle. Si vous avez des questions, ne soyez pas timides. Vous voyez, ils sont gentils, ils sont polis, ils sont bavards. Et il y a une question qui est juste là. Oui. Bonsoir. Je me pose une question qui est peut-être un peu précise et je ne sais pas si elle est forcément intéressante, mais justement on parlait d'expérience de pensée et je me demandais dans votre travail si vous étiez posé la question de si de notre vivant on découvre la vie et que ça devient officiel scientifiquement, déjà est-ce que ça changera votre travail et qu'est-ce que ça va changer en fait ? Et de deux, je me suis déjà dit que, là c'est peut-être mon côté cynique qui parle, mais qu'on va en parler énormément pendant un mois dans les médias, peut-être un peu plus, mais que derrière, il y aura une sorte de... Je sais pas, comme un pétard mouillé. Mais là, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, la question, ça serait est-ce que ça va changer votre travail ?
Alors moi, là, je peux prendre parce que il y a justement... Alors déjà, je vais commencer par répondre. Moi, ça changera pas tant que ça mon travail, parce que mon travail, c'est de comprendre la chimie du système solaire, de comprendre la chimie de l'univers, d'essayer de trouver des formes de vie, effectivement. Donc c'est un travail scientifique de longue haleine. Alors c'est sûr que ça sera un résultat monstrueux qui amènerait à plein de papiers scientifiques dans des grands journaux. Mais là où je veux dire que c'est une expérience de pensée, mais qui devient de plus en plus réelle, c'est qu'il y a une conférence qui va avoir lieu très bientôt. Là, je crois qu'elle va commencer même la semaine prochaine sur plusieurs semaines, quelques jours en virtuel, qui s'appelle Communicating Discovery in Search for Life in the Universe. Donc c'est comment annoncer déjà à la population qu'on a trouvé une autre forme de vie. Donc je pense que ça montre, donc c'est organisé par la NASA. Je vais y participer, je me suis inscrite justement pour cette conférence. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est à la limite de la science et des sciences humaines, justement. Mais ça montre aussi à quel point ça aura un impact sur la société. Ça aura un impact sur tout le monde, puisque ça nous touche personnellement de savoir que on n'est pas seul dans l'univers, que, encore une fois, je disais, si on trouve une autre forme de vie dans le système solaire, on la trouvera, ça veut dire qu'il y en a partout dans l'univers. Donc, on est absolument plus unique. Ça changera énormément au niveau des religions également. Donc je ne pense pas, mais bon, c'est une expérience de pensée, c'est difficile de savoir, je ne pense pas, moi, que ce soit un pétard mouillé, ce sera quelque chose qui sera ancré au fur et à mesure dans la société jusqu'à ce que ça devienne une évidence, comme aujourd'hui on sait que la Terre est ronde, même s'il y a encore quelques gens qui n'y croient pas. C'est quelque chose qui est ancré, on sait, on vit avec. Le fait qu'on ne soit pas la seule forme de vie dans l'univers, ça sera quelque chose, on commencera à vivre avec, et puis ça sera probablement un grand choc pour tout le monde, parce que c'est quand même une découverte énorme qui sera faite pour l'humanité. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses. Moi j'ai une question. Est-ce que vous, dans votre domaine de recherche, la plupart des gens qui travaillent là-dessus sont eux-mêmes convaincus que la vie existe ailleurs? Ah oui, c'est une bonne question. Puisqu'on n'a pas encore d'informations sur est-ce que la vie existe ailleurs ou pas, je dirais c'est 50-50. C'est une conviction un peu personnelle, c'est pas une réponse scientifique. Moi je suis persuadée que la vie elle est partout dans l'univers, mais je pourrais pas le prouver. C'est pas une réponse scientifique que je peux dire en tant que chercheuse CNRS en disant la vie existe partout. C'est ma propre opinion personnelle, basée bien sûr sur tout ce qui existe, sur la diversité des mondes, sur l'apparition de la vie, la rapidité d'apparition de la vie sur Terre, etc. Mais un collègue qui est 2 bureaux à côté de moi, par exemple, il est persuadé que la vie est unique dans l'univers. Il considère que toutes les conditions qui ont été réunies sur Terre au moment de la formation de la vie sont uniques et on ne peut pas imaginer que toutes ces conditions soient exactement les mêmes ailleurs pour que la vie puisse apparaître. Et si ça t'intéresse, ou d'autres dans la salle, il y a 2 livres qui sont sortis très récemment par 2 auteurs. Un qui pense que la vie est unique à la Terre, qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, et une autre autrice qui s'appelle Nathalie Cabrol, qui elle pense que la vie est partout dans l'univers. Et ces 2 livres sont sortis quasiment en même temps, donc on peut voir des forums justement où les 2 sont en train de discuter chacun de leur point de vue. Donc Bibring, Cabrol, le duel, la vie est unique ou la vie est universelle. Faites votre choix. Donc, finalement, il y a une question, oui, là-bas en haut, le monsieur là-bas. Attendez, le micro arrive. Il y a quelqu'un qui se. Est-ce que vous pourrez lever la main, s'il vous plaît? Merci. Voilà, comme ça, quelqu'un est en train de faire des steps pour arriver. Merci pour les steps. J'aurais pu le faire sans, mais merci. Moi, j'avais 3 questions sur une thématique. On a beaucoup parlé de la vie dans l'univers ou pas. Mais je pense que beaucoup de gens s'attendent à une vie carbonée, alors qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie. Donc, quelles pourraient être ces formes? La SF a donné plusieurs réponses. Je pense à Ken Liu, par exemple, qui parle de vie siliconée. Et quelle serait leur place? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le rapport de l'être humain à la vie sur Terre, finalement, il est très dominateur. On estime qu'on peut détruire des espèces sans trop de problèmes, mais s'il y a une autre espèce de vie, finalement intelligente, qui a la preuve, puisqu'on fera, je suis un peu cynique, je pense qu'on essaiera de leur donner un ordre plus ou moins intelligent que nous, est-ce qu'ils ont plus ou moins de valeur que nous, puisque l'espèce humaine a déjà fait ça dans l'histoire en fait, il suffit de voir un peu comment on s'est comporté. Quel serait finalement le rapport avec ces espèces
autre que la nôtre, et finalement, quelle serait la place de la vie d'un humain dans l'espace? Parce que finalement, on a des traités qui répondent à ça, mais quelle serait, supposons qu'un jour on ait le voyage spatial et qu'on aille vivre sur Mars et que, il y ait des enfants là-bas. Comment est-ce qu'on traiterait ces naissances, par exemple? Quel serait leur statut? Je pense que finalement, ma question, c'est le statut de la vie et le rapport de l'humain avec le statut de la vie. Voilà, je pense que j'ai fait un peu large. Merci. Et vous trouvez que l'humain est dominateur? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc, est-ce que vous avez une... Enfin, oui, parce que la question est à la fois complète et large, et en même temps précise. Donc, je ne sais pas... Est-ce que vous pensez que Moi, qu'on va se comporter comment? Je peux prendre juste la première partie de la question, et puis je laisserai les autres discuter. La première partie de la question, c'est on cherche la vie carbonée, pourquoi pas la vie basée sur la silice. En fait, le carbone, c'est quand même l'élément le plus simple, le plus abondant et le plus facile pour former des liaisons, défaire des liaisons, faire des molécules complexes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va chercher des molécules carbonées, en tout cas dans le système solaire, parce que si une forme de vie existe dans le système solaire, la probabilité la plus forte est qu'elle soit basée sur des molécules et que ces molécules soient donc carbonées. La silice, donc le carbone, c'est ce qu'on appelle un tétravalent, il a 4 liaisons possibles. La silice, juste en dessous dans le tableau périodique, a aussi 4 liaisons. Par contre, ces liaisons sont beaucoup plus fortes, donc pour les casser ensuite, pour faire des molécules plus complexes, ça va être plus difficile. Et le silicium est beaucoup moins abondant que le carbone. Donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire plus simple? On va se baser donc sur les probabilités les plus fortes de formes de vie dans le système solaire qui vont être des molécules carbonées. C'est pour ça qu'on va rechercher les molécules carbonées. On peut facilement passer à côté d'autres formes de vie. Dans le système solaire un petit peu plus difficilement, mais plus loin dans l'univers, on peut très bien imaginer des vies basées sur des énergies et pas sur des molécules. Mais bon, quand on va chercher quelque chose de la vie quelque part, on envoie des sondes, il faut bien se baser sur quelque chose de concret. C'est un petit peu anthropocentrique, hein, bien sûr, on se base sur ce qu'on connaît sur Terre, mais on essaye d'être le plus exhaustif possible. On a même un mot pour ça, c'est-à-dire qu'on va chercher des signatures de vie qui soient le plus agnostiques possible, c'est-à-dire qui ne soient pas liées à la forme de vie qu'on connaît sur Terre, mais qui soient le plus général à toutes les formes de vie dans l'univers. Voilà pour le côté très rationnel et la première partie de la question. Pour les autres parties, je vais laisser mes collègues répondre, s'ils le souhaitent. Moi, j'ai travaillé sur ces questions dans mon livre, donc comme je suis sûre qu'une très grande majorité d'entre vous l'ont lu, donc je ne vais pas spoiler pour les 2-3 ici qui ne l'auraient pas lu, mais c'est vraiment le propos de mon livre, en fait. C'est vraiment sur cette rencontre entre une très grande variété d'espèces non humaines qui sont donc certaines effectivement en basse carbone, mais il y en a d'autres. Il y a silicium, azote, mercure, je ne sais plus ce que j'ai fait. Il y en a beaucoup, et puis il y a aussi tout un système dans mon livre de croisement des espèces, donc aussi là on va un peu plus loin, et en fait la façon dont j'ai abordé la chose, c'est de dire que même si on pouvait trouver une infinité de formes de vie dans l'univers et qui seraient très différentes de nous, dans tout le spectre, du plus proche au plus différent, finalement on resterait peut-être un peu entre nous, c'est-à-dire qu'on resterait avec ceux en basse carbone, avec qui on peut communiquer, avec qui on peut parler dans une langue qu'on arrivera à traduire avec un système de symboles. Enfin, même s'il y avait une infinité de monde, on resterait quand même dans un entre-soi, on peut-être retournerait sur ce qui nous ressemble le plus. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai traité. Et donc là, dans ce cas-là, la place de l'humain, ça dépend. Si on peut imaginer qu'on est dominateur, c'est parce qu'on pourrait penser que nos attributs nous donneraient une certaine forme de pouvoir ou de puissance ou de domination. Ça dépend de ce qu'il y a en face et des impératifs du milieu. Donc si ça se trouve, ça nous sert, notre force physique ou je sais pas, notre capacité à avoir un certain spectre de couleurs nous servira à rien et on serait en fait pas du tout sur des capacités physiques de dominant parce qu'on serait en fait complètement en infériorité. Donc ça dépend du milieu qui serait après le lieu de la rencontre. Voilà. En tout cas, je suis désolée parce qu'on m'a fait signe très gentiment qu'il fallait qu'on s'arrête. Mais merci beaucoup à tous les 5. Je vais juste rappeler que vous faites une tournée pour les Miss Eliade. Théo, vous serez demain à Épinal, si je ne dis pas de bêtises. Puis à Savigny-le-Temple et à Paris au cinéma L'Arlequin, samedi. Et ensuite, vous serez dans un voyage d'Ivry à Pau, en passant par Dole, Dijon et Bayonne. C'est ça ? C'est ça, le système solaire en fait. Le système solaire hexagonal. Montez, vous serez à Paris le samedi 10 février à 15h
19h à la médiathèque Françoise Sagan pour un atelier de création de langue imaginaire. Donc, c'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Je suis un peu curieuse. Et vous serez à peu près partout en France aussi. Pas en même temps, j'imagine, mais à Strasbourg, Épernay, Dijon, Montpellier, Redon, et pour analyser et commenter notamment Premier Contact, que nous évoquions tout à l'heure. Audrey, vous serez en région parisienne le mercredi 7 après-midi à Ivry-sur-Seine à la médiathèque, le jeudi 8 février à la médiathèque de Châtenay-Malabry à 19h et au Mans le samedi 3. Caroline, vous serez le 8 février en conférence Jusqu'où chercher la vie dans l'univers à la médiathèque Françoise Sagan à 19h et le 10 février avec une conférence sur la vie extraterrestre à la médiathèque de Coulanges. Je découvre des noms de villes. Et Jacques, alors c'était votre date unique ce soir, donc vous êtes chanceux, vous avez vu Jacques et c'était sa seule date. Mais le CNES, lui, sera présent, représenté notamment par Christian Mustin à la BU de Nancy le 5 février, et Éric Morand qui parlera d'intelligence artificielle et d'espace à Toulouse. Ah bah ça tombe bien, ouais, espace. À Toulouse le 14 février, donc une belle Saint-Valentin en perspective. Donc sur ce, merci beaucoup à tous les 5, merci à vous. Si vous avez d'autres questions, je pense qu'on a à peu près 5 minutes après pour discuter ensemble, mais merci d'avoir été attentifs et présents. Je vous prie de les applaudir, ils ont été passionnants.